Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'agrandissement de maisons de type latéral, c'est-à-dire la construction sur les côtés, à l'avant ou à l'arrière. Il existe bien sûr trois types d'agrandissement. La première qui est l'agrandissement en creusage de sous-sol, de caves de service, de vides sanitaires ou encore on appelle travaux en sous-œuvre, ou l'agrandissement en ajout d'étage. Dans ce cas ici, on va parler plus spécifiquement d'un agrandissement latéral, c'est-à-dire à l'arrière. Avant de nous rapprocher et de voir plus en détail le projet sur lequel on va parler, je vais mentionner les raisons principales pour lesquelles les gens désirent faire un agrandissement latéral. Bon, bien sûr, à part du fait que les gens possèdent un terrain assez volumineux afin d'amplifier l'espace habitable en faisant une extension, un agrandissement sur les côtés, ou à l'avant ou à l'arrière, à part de ce fait-là. Il est aussi, quelquefois, beaucoup plus facile de construire à côté. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça ne dérange pas les habitants durant la construction. Dans la majorité des cas, on peut facilement faire un agrandissement, comme on voit ici, à l'arrière, tout en ayant les personnes, les gens, les habitants qui occupent encore la maison. Chose qui est plus difficile lorsqu'on fait, par exemple, un creusage de sous-sol, malgré que c'est aussi possible, ou encore un ajout d'étage, que bien des fois, il faut enlever la toiture. Bon. Donc, à part de ces conditions-là, la raison pour laquelle on fait un agrandissement, en général, que ce soit ajout d'étage, creusage de sous-sol ou une extension, un agrandissement du côté latéral, c'est bien sûr à cause de la localisation. Beaucoup de gens, par exemple, trouvent un immeuble à leur goût. Ils décident, pour beaucoup de raisons, de rester dans un secteur. Donc, la localisation, c'est important pour eux. Ils veulent demeurer dans cet endroit-là. Et ils trouvent avantageux de simplement modifier l'immeuble, c'est-à-dire l'agrandir, le mettre à leur goût, afin de demeurer dans cette région-là, dans cette localisation-là. Donc ça, c'est la première raison, la localisation. La deuxième raison, c'est que côté prix, souvent, il est plus avantageux d'agrandir que de choisir une maison. Puis aussi, ça suppose souvent de déménager ou d'aller dans un secteur qu'on est moins, qu'on aime moins, par exemple, ou qu'on est moins habitué. Et la troisième raison pour laquelle on fait un agrandissement, qu'on voit de plus en plus là, depuis les dernières années, c'est à cause des motifs intergénérationnels, c'est-à-dire les gens décident de vivre plusieurs générations dans la même famille ensemble. Donc, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde demeure dans le même immeuble. Ils décident de faire un agrandissement créant des zones, disons, plus privées et pour permettre que chacun ait son degré d'intimité. Donc, ça, c'est une des raisons aussi importantes pour laquelle on fait un agrandissement. Donc, chose à mentionner, juste avant qu'on se rapproche encore, chose à mentionner qui est important de vérifier là, avant même de commencer à contacter un spécialiste, qu'il faut avoir en tête avant de penser faire un projet d'agrandissement. Donc, avant même de commencer à contacter un entrepreneur ou encore des spécialistes, voici les choses que vous devez avoir en tête. Bon, la première chose, c'est côté budget. Bon, beaucoup de gens, tout de suite, ont la première réaction à savoir, bon, combien que ça va coûter faire un agrandissement? Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de croquis, ils n'ont pas de dessin, ils ont juste une intention d'agrandir, puis ils commencent tout de suite à appeler des entrepreneurs pour avoir des prix. Donc, moi, je vous dis tout de suite, il est très précoce et superficiel et pratiquement pas nécessaire là, de faire ça parce que de toute façon, ça ne veut absolument rien dire. On ne sait pas qu'est-ce que ça va supposer côté structure, fondation. Donc, faire un prix au pied carré, là, bien sûr, on peut trouver un entrepreneur qui va être chanceux dans son prix, mais tant qu'on n'a pas de quelque chose, un document officiel, là, des plans, des croquis, un dessin, des esquisses, des détails de structure avec des conditions de construction, un devis, bien, ça ne sert pas à grand-chose, là, commencer à demander des prix. Donc ça, c'est une chose à tenir en compte.
L'autre chose, c'est que comme il s'agit d'un agrandissement latéral sur les côtés, à l'avant ou à l'arrière, la fondation, ça va être très important de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme type de fondation. Est-ce que vous voulez faire des fondations un peu comme on va voir ici, de type traditionnel, c'est-à-dire en béton, à une profondeur au moins de 4 pieds afin d'éviter la gelée, ou encore vous voulez aller plus des côtés sur pilotis, ou encore vous voulez utiliser une terrasse peut-être, qu'il y a une terrasse qui est déjà existante à l'arrière, vous voulez faire un agrandissement, vous voulez savoir si c'est possible de le faire, peut-être utiliser ou renforcer la terrasse qui est existante, puis construire des murs et un toit afin d'agrandir l'espace habitable. Donc, c'est toutes des choses à considérer avant même de commencer à travailler le projet. Aussi, aller à la municipalité pour leur demander c'est quoi leur délai du compte tenu que vous allez fournir les documents qui sont exigés, quel est le délai avant d'avoir un permis de construction et bien sûr, quels sont tous les documents que vous allez avoir besoin et les spécialistes qui vont être nécessaires pour faire le projet d'agrandissement. Donc, il y a certaines municipalités qui sont plus permissibles que d'autres, ça veut dire qu'ils sont moins sévères en termes de quantité de documents et d'autres qui vont vous demander plus de plans et même à la limite des inspections et une lettre de conformité d'un ingénieur. Et enfin, une chose qui est très importante, beaucoup de personnes pensent faire un projet d'agrandissement afin de travailler eux-mêmes sur le chantier. Donc, sachez que depuis novembre 2017, il existe d'importants changements dans la loi du travail dans le secteur de la construction et cela touche aussi les propriétaires des immeubles qui désirent travailler sur leur immeuble. Donc, tout maintenant, lorsqu'il y a des travaux de structure, on ne parle pas là de peinturer, changer de la céramique ou encore des portes de cuisine ou faire des travaux à l'intérieur. Mais là, on parle de travaux quand même importants où il va y avoir des fondations, une structure, un toit. Donc, tous ces travaux-là, maintenant, sont assujettis au Code du travail dans le domaine de la construction. Et pour savoir quels sont les règlements, les normes et à quoi vous conformez, il est très important de contacter la Commission de la construction du Québec, la CCQ, et aussi du côté licence, c'est-à-dire, ça c'est côté travailleur, ce que je viens de mentionner, la Commission de la construction du Québec, et côté licence de construction comme autoconstructeur, il serait important de contacter la Régie du bâtiment du Québec, c'est-à-dire la RBQ. Donc ça va vous permettre de savoir tout de suite là, quelles sont les conditions, là, quels sont votre champ d'action possible afin de vous conformer aux lois, la loi qui est la loi R20 dans le domaine de la construction au Québec. On parle toujours au Québec. Parce que, bien sûr, si vous commencez des travaux sans être au courant des lois, bien, vous pouvez avoir de sérieuses amendes et vous allez voir que votre budget va changer beaucoup parce que vous allez être obligé à ce moment-là d'engager un entrepreneur avec une licence RBQ et des ouvriers sous régime de convention collective et des taux horaires assez élevés. Donc, sur ça, maintenant, on va s'approcher à l'arrière pour voir un peu plus le projet en détail. Donc, comme on voit ici, il s'agit bien d'un agrandissement de type latéral, c'est-à-dire, dans le cas présent, un agrandissement à l'arrière où les clients ont décidé de construire un immense solarium avec une construction conventionnelle, c'est-à-dire ce n'est pas un solarium qui a été acheté, pré-usiné et installé, mais plutôt des murs conventionnels extérieurs en 2x6 isolés où on a maximisé l'espace de fenestration pour avoir le maximum de fenêtres sur les murs extérieurs. Donc, il s'agit, comme j'ai mentionné, de fondations coulées. Quelle est l'implication de l'ingénieur en structure? Qu'est-ce que moi, j'ai fait ici dans le projet? Principalement, c'est d'inspecter le chantier afin de rédiger à la fin ce qu'on appelle une lettre de conformité. Donc, afin de rédiger cette lettre de conformité par un ingénieur, bien, il est très important que l'ingénieur, dès le départ, soit impliqué dans le processus de conception. C'est-à-dire, lorsque
Il s'agit de faire des plans. Dans ce cas ici, les plans d'architecture étaient déjà faits. Le client avait pris l'initiative de faire lui-même des plans d'architecture. Mais quand même, avant de demander un permis, il a demandé quand même une inspection d'un ingénieur en structure, de révision des plans, afin de mettre des notes sur ces plans d'architecture. Bon, quelquefois, les clients n'ont pas de plans d'architecture. Il faut les faire et ensuite faire les plans de structure. Mais dans ce cas-ci, les plans d'architecture étaient déjà faits. Donc, moi, j'ai été impliqué, ni plus ni moins, dans la conception des plans de structure. Bon, une fois que les plans de structure ont été faits, le permis était accordé et que le client était prêt à faire la construction, alors vient le temps de la supervision du projet. Donc, pour avoir une lettre de conformité, c'est très important d'être impliqué premièrement dans la conception des plans et deuxièmement dans la supervision des travaux, jusqu'à la fin, lorsqu'on vérifie les travaux à la fin afin de rédiger la lettre de conformité. Donc, en quoi consistent les inspections? Bon, premièrement, on fait une inspection quand c'est un agrandissement de maison sur les côtés à l'arrière, dans ce cas ici, de la fondation, du creusage. Donc, on va voir là, après le creusage, avant même de faire la semelle, avoir l'état du fond de terrain. Est-ce qu'on va construire les semelles sur un sol qui est approprié, c'est-à-dire compacté ou encore dans des bonnes conditions. Donc, c'est important que l'ingénieur vienne lors du creusage, donc une fois que le creusage est effectué, pour voir quelle est la condition du sol sur laquelle va reposer la fondation. C'est la première chose. Après, bien, il va faire, comme moi j'ai fait des inspections régulièrement à différentes étapes. Donc, après, je suis venu au moment lorsqu'on fait la semelle pour s'assurer qu'il y a eu de l'armature dans la semelle. Ensuite, je suis revenu un petit peu plus tard, une fois que la semelle est sèche, pour vérifier la même chose pour le coffrage de la fondation. Donc, ici, chose à mentionner qui est très important, qui est la particularité des immeubles, des projets d'agrandissement latéraux, c'est-à-dire à l'avant, le côté ou à l'arrière, c'est que la fondation existante, c'est important qu'elle soit bien là, ancrée à la nouvelle fondation. C'est-à-dire que les deux fondations, il faut qu'elles soient bien ancrées ensemble. Donc, pour ça, on va rajouter des ancrages. Donc, je suis venu à certains moments donnés pour vérifier que les ancrages cimentaires ou des ancrages chimiques, il y a différents types d'ancrages, que ces ancrages-là sont bien installés entre la fondation existante et la nouvelle fondation avant de couler les fondations, c'est-à-dire la semelle et les fondations. Donc, ça, c'est une des vérifications qu'on fait lors des travaux de structure. Chose qu'on ne peut pas vérifier si les travaux sont déjà faits. Donc, c'est important que l'ingénieur soit là durant les travaux. Il ne s'agit pas de l'appeler une fois que les fondations sont terminées, puis lui demander de confirmer que c'est bien fait. Donc, il faut vraiment être là pendant les travaux. Et il arrive aussi quelquefois qu'il y a des imprévus. Puis à ce moment-là, c'est bon d'avoir un ingénieur, quelqu'un qui va faire des recommandations et qui va dire quoi faire afin que les travaux, finalement, soient conformes. Il peut arriver toutes sortes d'imprévus. Donc, pendant les travaux, je suis venu pour vérifier que le sol est correct et aussi que les fondations, aussi le drainage. Est-ce que le drain est bien installé, le remblai, le gravier sur le drain, toutes ces choses-là, vérifier. Bien sûr, le contracteur a sa responsabilité de faire les travaux convenablement, mais c'est toujours bon d'avoir un ingénieur, quelqu'un impartial qui va venir contrôler, pas dans le but de critiquer l'entrepreneur, au contraire, mais plutôt que l'appuyer, s'assurer qu'il n'y a aucun oubli, que tout est bien réalisé. Donc, il y a eu un certain nombre de visites pendant tout ce qui est les étapes de fondation. Et bien sûr, après, il y a eu, dans le cas présent, une grande poutre d'acier qui est installée à l'arrière afin de créer un grand espace ouvert, ce qu'on va voir plus tard lorsqu'on va rentrer à l'intérieur. Et puis, il faut voir que cette poutre d'acier-là a été bien installée suivant les plans que j'ai, dans mon cas, moi, préalablement fait avant de soumettre la demande de permis. Donc, on va se diriger un petit peu
On va faire le tour. Vous voyez ici l'agrandissement. Donc, c'est important de venir lors de la construction afin de s'assurer que la structure de bois est bien construite. Donc, cette structure-là de bois, bien sûr, elle va s'attacher, la nouvelle structure de bois, l'agrandissement va s'attacher après la construction existante. Bien, c'est important de venir pour voir que les murs, les linteaux, les poutres, les fixations sont bien installées. Autre particularité de structure que je désire mentionner, vous voyez ici la fenêtre au sous-sol dans la margelle, eh bien on va se rapprocher. Moi j'aime bien lorsque je fais des détails de structure, de mentionner, de laisser assez d'espace de béton au-dessous, au-dessus de la fenêtre afin de permettre l'intégrité structurelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fissuration dans les coins. C'est sûr que bien souvent, là, les clients, ils ne pensent pas à ces détails-là, ils installent la fenêtre à n'importe quel niveau, à 2 ou 3 pouces, ils laissent très peu de béton et ils ne mettent pas d'armature. Donc moi, je conseille toujours de mettre de 8 à 10 pouces minimum de béton au-dessus de la fenêtre afin de créer un linteau bien armé, là, et mentionner aussi de rajouter des barres d'armature au-dessus de la fenêtre. Bien sûr, ça fait partie aussi de l'inspection, de s'assurer qu'il y a de l'armature dans la fondation. Donc, durant les travaux, bien sûr, comme ingénieur, bien, je vais vérifier qu'il y a de l'armature suivant mes spécifications là, dans tout le coffrage là, avant de faire le coulage de la fondation. On va aller à l'intérieur. Donc ici, donc maintenant, je vous présente un peu l'intérieur de la maison. Donc, vous voyez ici, au départ, une des choses que j'ai dû faire, c'est qu'il y avait une structure, bien sûr, ça c'est la partie ancienne, puis là-bas, plus vers l'arrière, vous voyez la nouvelle partie. Mais originellement, vous voyez ces billes de bois ici, là, les poutres de bois, bien, c'est pas standard. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'étrier ou d'attache de fixation. Donc, j'ai dû en faire des nouvelles, les dessiner pour, en même temps, que ce soit aussi joli à voir. Donc, on s'approche de l'agrandissement. Et voilà. Vous voyez ici à quoi ça ressemble. Ici, entre les deux sections, entre la section nouvelle et ici la section existante, auparavant, on a mis, pour créer l'ouverture, une grande poutre d'acier. Donc, on la voit ici. Une grande poutre d'acier qui fait le long de la partie agrandie à l'arrière. Vous voyez ici. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble l'agrandissement. Je pense que le choix là, du design a été bien pensé. Donc vous voyez ici l'espace, le grand espace là, qu'on peut profiter de la cuisine, avoir des amis. Ça respire. Vous voyez ici, on voit mieux d'ici, l'ouverture. Tout l'agrandissement ici. Bien sûr, à l'arrière, ben, on n'a pas de voisins. C'est la forêt, là, donc c'est très beau le soir. Donc ici, ouais, on s'approche, on voit la cuisine. Donc on voit la jonction là, de la poutre. Donc on a ici Michel, le propriétaire. Oui, on est très satisfait. Beau projet qui a été bien réalisé, bien designé, bien calculé et bien fait. Vous avez commencé quand, Michel? Michel et Daniel. Le design, les négociations avec l'entrepreneur, ça a commencé au mois de février, on dirait, là, cet hiver. OK. Et puis les travaux ici ont commencé dernière semaine d'avril avec le creusage autour de la maison pour le drain français et le trou pour la nouvelle fondation.
Donc, c'est pas au mois de décembre, c'est plus vers le mois de février. Vous avez La commencé. construction, ouais, à peu près plus le mois de février, je pense, les premières rencontres là, officielles qu'on commençait à mettre sur papier. On parle d'environ 4-5 rencontres comme ça. Et puis après ça, la réalisation, on parle de 2 mois et demi, la réalisation. 2 mois et demi à peu près. La construction, Okay. environ 2 mois et demi. Puis les plans, quand est-ce que vous avez commencé à les faire? On a pensé, c'est en septembre de l'année passée qu'on a pensé à... De notre côté à nous, là, commencer à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, c'est ça, peut-être septembre. Puis quand vous avez complété les plans, quand est-ce que vous avez complété les plans? Avec Yvon, c'est ça, c'est janvier, février. Que là, les plans étaient définitifs. Puis ça n'a pas pris de temps après pour la demande de permis. Après, vous avez... Demande de permis à Ville-de-Saint-Marc sont très flexibles. Ouais. Ça a été, on dépose des plans, on a le permis tout de suite. c'est magnifique. Pas eu aucun problème là-dessus. Non, on avait une pré-approbation. C'est ça. En disant la grandeur du projet, Ce qu'on voulait faire. sans demander le permis. Le jour où je lui ai apporté les plans définitifs, ben, les échanges se sont faits électroniquement. Là. Et je me suis présenté là, puis il m'a donné mon permis. Aucune complication. Aucune complication. Il y avait le seul règlement ici, c'était que pour une extension de plus de 20 mètres carrés, ils exigeaient la fondation. Donc, nous, on a étudié la possibilité peut-être de se contenter de 20 mètres, mais tant qu'à faire, on voulait plus. Et donc, on a dit aller avec fondation. Puis, c'est-tu trop indiscret, vous demandez, ça représente quoi comme investissement, un agrandissement? Ça représente comme investissement, on parle incluant les fenêtres, le foyer, télévision, les taxes et tout. On parle de 180 000 Okay. À peu près 180 000 Exactement. C'est ça. Ça comprend le sous-sol aussi. Ouais, là-dessus, on a un drain français, un trou, une fondation, footing, mur de fondation, les calculs de l'ingénieur pour le structural, les poutres, les solives, les fermes de toit. Mais le drain français, c'est pas juste de la nouvelle partie, ça inclut l'ancienne partie. Juste la nouvelle partie, c'est 15 000 à peu près. En tout et partout, c'est 30 000. C'est ça. On a aussi fait la vieille partie parce qu'ici, il n'y avait pas de drain français à l'origine. C'était pas obligatoire au Québec avant les années 70, je crois, avant les années 80. Donc ici, il n'y en avait pas. La maison ici, elle avait été construite en 77, un an avant la sortie de la loi de la protection des zones agricoles. Okay. Donc c'est un territoire protégé, c'est un droit acquis. Et à cette époque-là, c'est ça, il n'y avait pas de drain français. Là, on va descendre au sous-sol pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'également, on a profité de l'occasion pour faire des fondations habitables. Donc, on va descendre au sous-sol pour voir un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, avant, ça, c'est l'ancien mur de fondation, on voit en béton. Donc, il a fallu créer une structure, faire des linteaux en haut, là, pour pouvoir une petite poutre. On a scié les fondations et puis on a créé une zone en arrière, juste ici en arrière. Vous remarquez, une chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de solives de plancher. Bien, une des raisons pour ça, c'est parce que le client, éventuellement, peut-être qu'il va mettre un piano à queue. Donc, on parle de charges pondérées à des endroits là, concentrés, assez lourdes. Donc, ici, on les a fait mettre au pied, aux 12 pouces. Donc, vous voyez, la salle qui peut servir de salle familiale, de salle de rangement, de salle de jeu. Donc, c'est un grand espace qui est bien éclairé. Vous voyez les fenêtres ici, là, avec les margelles. Ça donne beaucoup d'éclairage. On a déjà mis aux deux extrémités de la salle. Donc, ça donne beaucoup de lumière, de luminosité. La hauteur du plafond étant quand même acceptable. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la nouvelle partie et l'ancienne partie là-bas. Bien, je vous félicite pour votre... Bien, merci. Et on te remercie toi aussi. C'est M. Dargy qui a fait les calculs structuraux et on est tous très satisfaits. On était en une bonne main. Oui. On avait confiance et ça a bien été. Beau projet. Merci. Oui, merci. Bonne journée. Au revoir à tous. Bye bye. Donc, ceci complète d'une façon générale ma présentation sur le chantier d'un projet d'agrandissement de type latéral, c'est-à-dire un agrandissement sur les côtés, à l'avant ou à l'arrière.
Donc, voici les 7 étapes importantes à tenir en compte lors d'un projet d'agrandissement latéral, c'est-à-dire sur le côté, à l'avant ou à l'arrière. Donc, il ne s'agit pas de rajouter un étage ou encore de creuser un sous-sol, mais bien d'amplifier l'espace habitable sur le terrain. Donc, probablement, vous allez construire des fondations, des nouvelles fondations à côté. On va voir ça tantôt. Donc, un agrandissement qu'on appelle latéral. Donc, la première étape à tenir en compte, c'est de contacter vous-même, avant même d'appeler un ingénieur ou encore un entrepreneur. On sait qu'il est un peu précoce là, à cette étape-là de contacter un entrepreneur pour se faire donner des prix compte tenu que vous n'avez pas de plan, pas de croquis du projet d'agrandissement. Donc, la première chose à faire de votre part, c'est de contacter le bureau des permis de la municipalité afin de savoir est-ce que les plans de l'immeuble existant sont disponibles. Donc, lorsque la maison s'est construite, il y a eu une demande de permis, il y a eu une soumission de plan pour avoir le permis. Peut-être que la Ville les a gardés dans leur filière. Donc, c'est important de demander si vous pouvez en avoir accès parce que ça va sauver beaucoup d'argent. Ça va vous éviter de refaire des plans tels que construits, existants, là, lors du processus qu'on va voir plus tard là, de plans d'architecture. Donc, la première chose à faire, contacter la municipalité pour voir si vos plans sont disponibles. La deuxième chose, bien sûr, c'est de demander à la municipalité quelles sont la réglementation de marge et de hauteur permissible. Donc, vous allez en avoir besoin. Vous voulez faire un agrandissement, vous voulez empiéter sur votre terrain. Donc, il y a des règlements à savoir quel est le pourcentage d'occupation maximum que votre immeuble peut prendre sur le terrain. Dépendamment des arrondissements, des municipalités, ça dépend. Des fois, c'est 40 50 60 Donc, c'est important de demander à la municipalité. Et lorsque vous demandez ces informations-là, c'est bon d'avoir en main votre certificat de localisation avec le plan d'implantation. C'est-à-dire, dans le certificat de localisation, si vous regardez bien, c'est fait par un arpenteur, géomètre. Donc, à la fin, normalement à la dernière page, vous allez voir un genre de plan là, où ce que vous voyez là, les contours de la maison sur le terrain. Bien, c'est ce plan-là qu'il faut amener avec vous à la municipalité. Ce n'est pas un plan d'architecture, c'est vraiment un plan d'implantation. On voit le terrain, la maison par rapport au terrain. Donc, c'est ce plan-là que vous amenez à la municipalité afin qu'il va vous guider, là, il va vous expliquer jusqu'à quel point vous pouvez agrandir votre maison pour rester conforme aux normes, aux règlements de la municipalité dans votre arrondissement, dans votre secteur. Et bien sûr, demander quel est le code du bâtiment qui va s'appliquer. Donc là, on sait que le code du bâtiment change normalement à tous les 5 ans. Donc, quelle est la version du code du bâtiment qui s'applique? L'ingénieur et l'architecte vont devoir le demander de toute façon, là, mais vous, c'est bon de le demander quand même. Et bien sûr, inévitablement, vous allez demander quels sont tous les documents qu'il est nécessaire de présenter afin d'avoir un permis pour faire l'agrandissement. Donc, compte tenu que vous pouvez le faire, que la Ville vous dit oui, vous rentrez dans les marges et ce que vous avez comme projet, c'est possible. Bon, à ce moment-là, vous allez leur demander qu'est-ce qu'il faut que je soumette comme document afin d'avoir ce permis-là. Donc, la Ville va vous dire probablement des plans d'architecture et des plans de structure. Donc, c'est sur toute réserve, là, mais normalement, dans la Ville de Montréal, c'est pratiquement toujours le cas. Ça dépend aussi des municipalités. Si vous allez à l'extérieur, des fois, ils sont un petit peu plus libertins. Donc, à voir avec le bureau des permis de votre municipalité. Et aussi à demander quels sont les professionnels, pas seulement les documents, mais les professionnels qui doivent s'impliquer dans le projet. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un architecte, d'un technologue ou d'un dessinateur en bâtiment? Donc, c'est différent, le prix va varier, donc c'est important de demander. Si la Ville exige absolument un architecte, ça va coûter normalement un peu plus cher que simplement un dessinateur en bâtiment. Donc, demander ces informations-là, c'est très important, savoir quel document, plan d'architecture, plan de structure majoritairement. Il va aussi peut-être vous demander ce qu'on appelle une fiche de bâtiment, des photos, toutes sortes de choses. Et peut-être même une lettre de conformité à la fin des travaux. Donc,
Moi, je l'offre personnellement. Là, je fais le suivi des travaux et j'offre ce document-là. Donc, à demander à la municipalité quels sont les documents exigés et quels sont les professionnels qui doivent être impliqués dans le projet. Une autre chose importante que vous pouvez faire, là, vous êtes informé à la municipalité, vous savez si vous avez oui ou non le plan de l'immeuble existant. Vous savez les marges, vous savez si c'est possible de réaliser tel projet. Vous avez peut-être l'intention de participer vous-même à la construction comme autoconstructeur pour sauver de l'argent. C'est très important de contacter les deux organismes que je vais vous mentionner parce que depuis novembre 2017, il y a eu beaucoup de changements à la loi sur du travail de la construction au Québec. Donc, la loi R20. Donc, depuis novembre 2017, là, il y a eu beaucoup de changements qui diminuent beaucoup la liberté qu'a un propriétaire occupant à exécuter des travaux sur sa propre maison. Donc, contactez la Commission de la construction du Québec, la CCQ, et aussi la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ. La Commission de la construction du Québec va vous informer surtout sur qui a le droit de travailler. Donc, normalement, depuis novembre 2017, pour avoir le droit de faire un projet de structure, d'agrandissement, on parle dans ce cas ici, d'agrandissement latéral, autant que agrandir, rajouter un étage ou même creuser un sous-sol. Donc, c'est des travaux importants de structure. Bien, il faut avoir en main ce qu'on appelle une carte de compétences. Donc, puis, il faut aussi respecter un certain ratio de travailleurs, c'est-à-dire maître travailleur et apprenti. Donc, la première personne à entrer sur le chantier doit être normalement un maître, un compagnon qu'on appelle. Donc, vous devez, si vous pensez travailler vous-même seul, vous devez détenir en principe ce document, la carte de compétences compagnon. Par contre, si vous voulez engager un compagnon, vous pourrez travailler vous-même en principe comme apprenti. Mais c'est sur toute réserve, les lois changent souvent, je vous le dis d'avance. Appelez parce que ça va faire un immense changement dans votre budget de construction. Si vous pensez, parce que vous êtes propriétaire, de débuter des travaux, sauver de l'argent, appeler vos amis, vos parents et amis, puis commencer à faire des travaux vous-même avec un marteau, puis faire des choses, bien, vous pouvez avoir des sérieuses surprises parce que si l'inspecteur de la Commission de la construction du Québec, un des inspecteurs, passe sur le chantier, il peut vous infliger de sérieuses amendes à vous et à tous ceux qui vont travailler. Et ça va changer, il peut même fermer le chantier. Et puis, ça va changer tout votre plan de financement. Et puis, j'ai déjà vu des cas d'horreur de personnes qui n'avaient pas pris ces informations-là, puis ça a changé du simple au double de leur prix de budget. Donc, informez-vous auprès de la Commission de la construction du Québec et bien de la CCQ et bien sûr aussi auprès de la Régie du bâtiment du Québec, qui est la RBQ, parce que c'est elle qui délivre ce qu'on appelle la licence d'autoconstructeur. Donc, à savoir quels sont les documents ou les choses que vous devez faire pour avoir cette licence-là si vous pensez ne pas appeler un entrepreneur, si vous pensez vous-même être le maître d'œuvre. Donc, vous voyez là, c'est la première étape à faire, une des 7 étapes que je mentionne, la première chose à faire avant de commencer même à appeler un ingénieur ou un entrepreneur. Donc, la deuxième étape, c'est bien sûr d'appeler un ingénieur en structure impartial, quelqu'un qui va venir voir la structure, à voir comment va s'articuler tout ce projet-là, compte tenu de l'immeuble que vous avez présentement. Bon, il va peut-être même vous demander de faire des petites excavations afin de savoir quel type de fondation vous avez présentement, quelle sorte de mur que vous avez extérieur, parce qu'on sait qu'il va y avoir probablement sûrement des interconnexions entre les deux bâtisses. Les deux bâtisses vont être collées ensemble, donc il va falloir que les fondations, dans bien des cas, soient unies avec des ancrages. Dans d'autres cas aussi, il va y avoir des grosses ouvertures dans les murs extérieurs que vous avez de votre maison existante qui va devenir un mur intérieur. Et il va y avoir des poutres
ou encore des colonnes, comment vont être alignés les solives de la nouvelle agrandissement. Donc, c'est tout le type de sol, le drainage. Peut-être que vous avez actuellement, vous n'avez pas de drain autour de la maison, mais il va en avoir un autour de l'agrandissement où va se brancher ce drain-là. Et aussi, bien sûr, l'accès à la machinerie. Donc, toutes les choses connexes là, qui ont rapport à la construction, afin que vous soyez conscient de qu'est-ce qui va se passer sur votre terrain, sur votre chantier, pendant peut-être que vous allez sûrement encore habiter la maison à travers de tout ça, comment vous allez vivre avec ça. Et puis, donc, c'est bon d'appeler un ingénieur impartial afin de voir les lignes directrices. Le but de faire venir un ingénieur, c'est dans l'étape 2, c'est que l'ingénieur va guider plus tard, dans l'étape 3, l'architecte ou la personne qui fait les plans d'architecture, technologue ou dessinateur en bâtiment, afin de lui expliquer c'est quoi les balises ou les limitations qui vont être nécessaires de respecter sur les plans d'architecture, afin de faire en une fois là, les plans d'architecture correctement, pour pas qu'il y ait des changements. C'est parce que beaucoup de gens ils décident de commencer avec des plans d'architecture, ils font tous les plans d'architecture, après l'ingénieur en structure vient, il faut faire des changements majeurs, puis ils recommencent pratiquement à 50% tous les plans d'architecture. Donc ça ne sert à rien, c'est préférable de faire venir en premier un ingénieur en structure, voir c'est quoi qui se passe autour de la maison, comment est faite la maison existante et comment va s'articuler l'agrandissement compte tenu de la maison existante. Aussi, vous allez parler quel type de fondation vous voulez avoir pour l'agrandissement. Est-ce que ça va être une dalle sur sol parce que vous avez un terrain sablonneux puis il n'y a pas de danger de mouvement de terrain? Est-ce que ça va être des pieux parce que vous pensez sauver dans la fondation, installer des pieux pour l'agrandissement? Est-ce que vous voulez, bien sûr, une fondation traditionnelle à au moins 4 pieds dans le sol, en béton coulé avec de l'armature? Ou encore, est-ce que vous voulez utiliser une terrasse qui est là présentement, qui sert de patio, puis que vous voulez faire un agrandissement pour agrandir la cuisine à l'arrière? Donc, il y a plein de cas à regarder. Est-ce que cette terrasse-là peut supporter le poids d'un agrandissement, d'un mur, d'un toit, puis de tout ce qui vient avec? Donc, c'est ça que vous allez regarder. Peut-être qu'il va falloir ajouter des renforcements là, à cette terrasse-là, côté fondation. Donc, c'est toutes des choses à regarder avec l'ingénieur en structure. Donc, vient après la troisième étape, qui est la conception des plans d'architecture pour l'agrandissement. Donc, on le dit, il est nécessaire, en prime abord, d'avoir des plans existants. Donc, si vous ne les avez pas à les municipalités ou vous ne les avez pas vous-même, là, qui sont transmis entre les vendeurs-acheteurs, des plans complets d'architecture, bien, il va falloir les faire de nouveau. Puis ça va supposer envoyer quelqu'un dirigé par la personne responsable en architecture, quelqu'un qui va faire un relevé, mesurer tous les murs extérieurs, la fondation, tout ça, puis les élévations, les façades, tout ça, les pentes de toit existantes. Donc, pour répliquer ni plus ni moins la maison que vous avez déjà, avant de commencer à faire un agrandissement. Donc, il va y avoir un certain travail pour faire des plans existants avant même de commencer à faire des plans d'agrandissement. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois que ces plans d'agrandissement-là, ces plans, existants, vous les avez déjà en main, bien, l'ingénieur qui est déjà venu auparavant dans l'étape 2 va guider maintenant l'architecte pour lui dire, bien, écoute, moi j'ai besoin de fondations là, qui vont être à peu près, qui vont être à cette dimension-là, qui vont être à cet endroit-là. J'ai besoin de supports qui vont être à cet endroit-là. Je vais avoir besoin de poutres, de colonnes. Les poutres vont avoir telle hauteur. Ça va occuper un linteau de telle hauteur. Donc, toutes des choses que l'architecte va tout de suite mettre dans ses plans d'architecture pour faire son projet d'agrandissement. Les pentes de toit pour s'assurer que l'égouttement se fait bien, pour pas qu'il y ait un amassement là, de neige ou d'eau de glace là, entre deux pentes de toit qui s'entrecroisent, que ça s'égoutte bien vers l'extérieur. Donc, toutes des choses à considérer là, où l'ingénieur va travailler avec la personne, l'expert en architecture. Et ces plans-là d'architecture-là, ils vont être de 4 sortes. Vous allez avoir les plans, bien sûr, comme j'ai dit, existants, les plans de démolition,
parce qu'il va falloir faire l'excavation pour la nouvelle partie. Il va falloir faire des trous dans les murs de l'existant pour se connecter à l'agrandissement futur. Donc, c'est des plans de démolition, des plans de construction et des plans finaux. Donc, vous allez avoir 4 séries de plans d'architecture et aussi 4 séries de plans de structure. Donc, vous allez facilement vous ramasser à la fin avec 20 à 30 plans pour soumettre comme demande de permis. À cela, vous allez aussi possiblement, peut-être dans bien des cas, il y a beaucoup de clients qui le font, là, que j'ai, appeler un designer qui va faire un dessin pour mieux aménager l'espace habitable compte tenu que vous voulez investir et que ce soit optimisé et tout ça. Donc, le designer va aussi soumettre ses plans, même si ces plans-là ne sont pas nécessaires pour une demande de permis en principe. Là. Donc, vous voyez tout de suite au départ là, les plans que vous avez besoin de faire. Chose qui est très importante à considérer aussi, c'est que ces plans-là d'architecture, quand ils vont se commencer, la première ou deuxième semaine, aussitôt que vous avez déjà des croquis, des esquisses, et donc tout de suite appeler un entrepreneur, un ou deux entrepreneurs, disons, pour vous faire donner déjà un prix approximatif au global. Maintenant, vous avez quelque chose dans les mains, un dessin, vous avez l'existant et peut-être aussi un croquis de l'agrandissement assez précis. Donc, c'est le temps d'appeler un entrepreneur parce que lorsqu'il va être fini les plans d'architecture, si vous êtes laissé emballer par toutes sortes d'options, rajouter du chauffage dans le plancher inférieur, rajouter des grandes fenêtres, en tout cas, toutes sortes de choses qui sont assez dispendieuses. Donc, si vous laissez aller à faire des changements d'architecture comme ça, donc, peut-être que ça va avoir une grande importance sur le prix. Donc, c'est important de faire impliquer tout de suite, dès le départ, un ou deux entrepreneurs qui vont vous dire, bien, écoutez, là, si vous voulez installer des fenêtres de telle grandeur ou mettre du chauffage dans la cave, dans le plancher, attendez-vous qu'il va y avoir des extras, ça va coûter plus cher. Donc, c'est toutes des choses à regarder afin que, lorsque vous allez terminer les plans d'architecture et de structure, bien, vous allez avoir au moins une bonne idée que vous allez respecter votre budget. Donc, une fois que les plans d'architecture et de structure sont complétés, ou si vous avez déjà eu un accompagnement d'un entrepreneur, un ou deux entrepreneurs qui vous a accompagné à savoir vers quel prix vous vous en allez, d'une façon budgétaire, bien là, c'est le temps de faire une demande de permis et d'avoir votre permis. On sait que dépendamment des arrondissements, des municipalités, c'est variable. Ça peut prendre quelques semaines, même jusqu'à une année avant d'avoir un permis. Donc, c'est bon, préliminairement, là, lorsque vous avez été même à la première étape, voir la ville, bien, demandez-leur combien de temps ça prend à avoir un permis, compte tenu que j'ai tous mes documents. Donc, ça va être important de le demander pour que lorsque vous enclenchez, vous avez déjà les documents en main, vous savez là, combien de temps c'est supposé de prendre. Donc, la 5e étape, maintenant, on a fait la demande de permis. Vous avez votre permis en la 4e étape. La 5e étape, c'est et c'est celle que, malheureusement, les gens passent trop rapidement. Moi, je considère. C'est l'émission d'un devis de construction, les appels d'offres, la sélection d'un entrepreneur et la rédaction d'un bon contrat entrepreneur et client. Donc, moi, comme expert impartial, ingénieur en structure et bâtiment, j'offre ces services-là, de pouvoir accompagner les clients à savoir, premièrement, on va rédiger un devis clair et précis, plus que seulement avoir des plans d'architecture et de structure, quelque chose d'écrit, où tous les détails sont ressortis, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, ce document-là va accompagner les plans et vous allez pouvoir les soumettre à différents entrepreneurs afin de recevoir des prix. Après, bien, il va y avoir, comme j'ai dit, bon, la rédaction du devis avec les plans, les appels d'offres, c'est-à-dire les appels d'offres, c'est très important parce que vous pouvez vous-même appeler qui vous voulez,
sans avoir aucune recommandation, mais il est préférable de connaître quelqu'un, comme si vous avez confiance en un ingénieur ou un expert impartial, qui va vous recommander un entrepreneur qui sait qu'il travaille bien. Donc, c'est préférable de marcher par recommandation, même si l'ingénieur ou la personne qui va vous recommander n'est pas nécessairement responsable du travail de l'entrepreneur. Ça aide beaucoup d'être recommandé par quelqu'un. Puis enfin vient la sélection de l'entrepreneur. Hein. Des fois, ce n'est pas seulement pour le prix que vous allez choisir un entrepreneur, c'est aussi parce que vous vous entendez bien avec, puis vous avez une bonne chimie là, avec l'entrepreneur. Vous voyez qu'il est de confiance, et vous vous sentez bien avec à travailler ensemble. C'est une personne communicatrice, réceptive, qui est à l'écoute, répond à vos attentes. Donc, plein de raisons. Puis aussi que vous avez eu de bonnes références, bien sûr. Puis vient surtout la rédaction du contrat. Donc, c'est important de rajouter toutes les clauses qu'il faut. Il y a des contrats qui existent déjà, qui sont déjà faits par des associations, comme je pense même à l'APCHQ, qui ont des contrats préfaits. C'est bon aussi de vérifier que votre entrepreneur fait partie d'une association, que toutes les licences, bien sûr. Donc, avec votre conseiller impartial, là, comme moi je le fais, comme ingénieur, j'aide le client à choisir, à aller jusqu'à choisir l'entrepreneur, et même les aider à prévoir que toutes les clauses soient dans le contrat pour les protéger le plus possible. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un expert légal, à ce moment-là, je pourrais même vous en référer là, ou contacter quelqu'un qui va pouvoir vous aider à construire un contrat là, bien fait qui vous protège. Donc, une fois que vous avez choisi l'entrepreneur, vous avez un contrat et que vous êtes prêt à démarrer les travaux, vient le temps de surveiller les travaux. Pourquoi? Par un ingénieur en structure. Pourquoi? Je mentionne que cette étape-là est très importante, c'est l'étape 6. Donc, l'ingénieur va aller à des moments déterminés sur le chantier, prévus dans le contrat. Hein? Il va falloir le prévoir dans le contrat, comme par exemple au creusage, fondation, l'installation du drain, pour voir s'il y a bien de l'armature dans les fondations. C'est toutes des choses qu'il faut vérifier pendant la construction, parce que lorsque le sol est recouvert, lorsque les fondations sont coulées, vous ne pouvez pas voir s'il y a de l'armature dans le sol, si le drain a bien été posé, puis tout ça. Donc, pour avoir ce qu'on appelle à la fin une lettre de conformité qui va vous certifier que la construction a été bien suivie. Donc, la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'il y a deux choses. Premièrement, on veut vérifier que les plans qui ont été prévus ont été respectés et bien suivis et que l'immeuble est conforme. Et qu'il va y avoir peut-être aussi des imprévus, puis il va falloir prendre action rapidement. Donc, il va falloir aussi réagir, puis envoyer des courriels aux clients ou encore à l'entrepreneur pour lui dire, écoute, là, ça, c'est pas prévu, on n'a pas prévu cet inconvénient-là, il va falloir que tu fasses telle chose, puis s'assurer que c'est bien fait. Donc, à la fin, on va obtenir ce qu'on appelle une lettre de conformité parce que l'ingénieur va avoir suivi les travaux et fait ses recommandations et s'est assuré que les recommandations ont été suivies, que les travaux sont conformes. Et aussi, bien sûr, pour répondre à d'autres questions, comme par exemple, ça peut être l'isolation ou encore des travaux là, de sécurité. Des fois, là, il peut y avoir un trou dans le plancher là, parce qu'il veut faire un escalier puis il n'y a pas de garde de sécurité. L'entrepreneur va un petit peu vite, il ne fait pas attention. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un à côté vigilant parce qu'on sait que le client, souvent, il est occupé, son travail durant la journée, il arrive le soir et il voit juste qu'est-ce qui est accompli, il ne voit pas comment ça a été fait. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui vient de temps à autre visiter le chantier. Donc, à la fin, la 7e étape, l'ingénieur, comme moi je le fais, par exemple, je vais produire ce qu'on appelle une lettre de conformité. Pourquoi la lettre de conformité? À quoi ça va servir? Bien, ça va servir à vous pour être tranquille puis savoir que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour pas qu'il y ait d'imprévus puis de réparation, de fissures de fondation ou de mouvement de sol, là, de mouvement d'immeuble entre les deux immeubles ou encore que le toit se met à couler ou toutes sortes de raisons. Donc, c'est bon d'avoir pour être plus tranquille. Aussi pour la municipalité, pour s'assurer que l'immeuble qu'elle a fait construire est conforme. Ça va être aussi très bon pour votre institution financière qui va adorer ça parce qu'elle va savoir que vous avez été diligent
dans votre investissement, l'argent que vous avez pris de la banque, vous avez fait un immeuble bien fait. Et surtout pour votre futur acheteur un jour, lorsque vous allez vendre la maison, bien, ça aurait été un atout. Surtout, vous avez démontré que vous avez pris toutes les précautions pour que l'immeuble soit bien construit et que ce n'est pas été par vous seulement, mais par un ingénieur impartial. Donc, ça va être un atout de vente pour montrer que la maison est bien construite. Donc, sur ça a été ma présentation pour un projet d'agrandissement latéral, donc à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. J'espère que vous avez aimé ma présentation, que ça va pouvoir vous servir dans le futur dans votre projet d'agrandissement de maison ou d'immeuble. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur. Vous pourrez voir plusieurs de ces vidéos-là sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com et aussi sur le site de Construction Daniel Dargy, le site central qui est dargyconstruction.com. Et aussi, il y a un autre site qui est plus spécifique aux agrandissements, là, qui appartient aussi au groupe de Construction Daniel Dargy, qui est agrandissement de maison montréal.com. Donc, agrandissement maison montréal.com. Donc, tous ces sites-là vont vous informer mieux et vous donner des informations, vous aider à savoir comment on fait un agrandissement et quels sont les spécialistes et comment, à la limite, moi, je peux vous aider, vous accompagner et même faire la gestion de projet. C'est-à-dire vous accompagner dans votre projet si vous décidez de le faire vous-même. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir. Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Bonjour.